Qui t'a éduqué, sérieux? On l'a tous entendu celle-là. Mais c'est vrai. Qui t'a éduqué? Tes parents ou plus généralement ta famille, l'école, tes potes, un peu tout le monde. Bah, ça dépend, tu vas me dire. Parce qu'en soi, le terme éducation est déjà plutôt vague. Alors je vous ai demandé sur Insta ce que l'éducation était pour vous. Et les réponses, tu mettras pause si tu veux, ça allait dans tous les sens. D'un côté, ça parlait connaissance, de l'autre, savoir-vivre, puis morale pour d'autres, c'était plus de l'ordre de la socialisation que de l'instruction. Enfin bref, c'est un bordel, mettez-vous d'accord. J'ai donc voulu chercher une réponse officielle, mais rien de simple et efficace, encore une fois. Et puis, j'ai fini tout simplement par lire ça sur Wikipédia. L'apprentissage et le développement des facultés intellectuelles, morales ou physiques, les moyens et les résultats de cette activité de développement. Et franchement, par rapport à tout ce que j'ai lu depuis le début, ça me semble honnête. Ok, mais la vraie question, ça serait plutôt qu'est-ce que je fous à me demander ce que c'est l'éducation aujourd'hui? Peut-être que c'est parce qu'on en entend parler à tout bout de champ. Peut-être aussi que c'est parce que j'ai lu que la directrice de l'UNESCO la définissait comme l'atout le plus puissant dont nous disposons pour bâtir des sociétés plus résilientes et durables. Et qu'aujourd'hui, visiblement, ça serait pas une idée à la con? Peut-être que c'est parce qu'en 2020, j'ai la sensation que c'est la dernière utopie moderne de notre société. Dans un monde duquel l'avenir paraît de plus en plus assombri par des ténèbres qu'on imagine grandissant, ce qu'on transmet à nos enfants ou nos petits frères et sœurs sont la dernière chose qui nous rattache à l'idée d'un futur plus juste dans un présent duquel on ne croit plus en sa capacité de changer. Yes! Trop bien! À quoi qu'en fait, je vais peut-être le garder pour finir de buter la cohérence de ma ligne éditoriale. Bon, en vrai, je mens. Dans toutes vos réponses, il y a quand même une chose qui ressortait plutôt pas mal. C'est que l'éducation est un des piliers d'une société, de nos sociétés. Et j'ai ce sentiment aussi. Ce qui forge qui nous sommes, c'est ce que nous ferons et ce que l'on apprend. On n'est pas un homme, une femme, Ou ce que tu veux, on le devient, et tôt. Il y a un concept d'ailleurs qui s'appelle la plasticité cérébrale. C'est en gros la quantité de connexions établies entre nos neurones et leur capacité de remodelage qui définissent notre capacité à apprendre facilement. Et c'est durant l'enfance qu'elle serait la plus forte. C'est entre autres pour ça qu'on te dit que c'est plus simple d'apprendre des langues quand t'es gamin. Et du coup, tout naturellement, c'est en même temps, durant l'enfance et l'adolescence, qu'on va te faire passer le plus clair de ton temps à apprendre. Notamment via un truc rendu obligatoire par un type avec des pas de doigts. Non, franchement, c'est plus possible. Jules Ferry et l'école. Tu vas passer en France jusqu'à tes 18 ans, presque une année et demie complète non-stop à l'école. C'est pas rien, et même si ça te fait chier, c'est une chance dans la mesure où encore aujourd'hui dans le monde, 262 millions de jeunes n'y ont pas accès et 617 millions sont illettrés et ne maîtrisent pas les calculs de base. Mais je comprends pour ceux qui y sont encore. Moi aussi, durant mes années collège et lycée, j'avais la sensation que 8 heures de cours sur 10 ne me serviraient jamais à rien pour ma vie future. Et chaque année, c'est 80 000 élèves français qui tiennent plus et se cassent du système scolaire sans aucun diplôme. C'est quasiment un dixième des 18-24 ans. Mais sac à dos en l'air, t'auras le poids de la société sur les épaules, un patron, ton père est ta mère. Et en parlant de daron, bienvenue dans le pays de la reproduction sociale, où d'où tu viens te dira davantage ce que tu deviendras que tout le reste. Un fils sur deux de cadre deviendra cadre, et un fils sur deux d'ouvrier restera ouvrier. Bah, ça va. Tu vas me dire, une chance sur deux quoi? Non, parce que ne plus être ouvrier ne veut pas dire devenir cadre. L'ascension sociale dans ce genre de situation se fait souvent entre classes très proches. En fait, c'est moins de 10% des fils d'ouvriers qui deviendront cadres et inversement. Il est estimé qu'en France, il faut en moyenne 6 générations pour que les 10% les plus pauvres atteignent la classe moyenne, contre 4,5 générations en moyenne en Europe. Seulement 10% des enfants de cadres feront des bacs pro, contre plus de la moitié de ceux des enfants d'ouvriers ou d'employés. Et même pas 20% des enfants de parents n'ayant pas fait d'études sup y parviendront. Tout est bon? On continue. Et c'est parce que notre école est basée sur un système compétitif. Il n'y aura pas de place de premier pour tout le monde, alors à défaut de le buter, bah fais mieux que ton voisin. Or, avec une répartition inégale des capitaux culturels, c'est-à-dire des familles qui ont les moyens de développer l'esprit critique du petit Nathaniel François, Napoléon Antoine, sa culture, qui ont du temps et un savoir adéquat à lui accorder, en gros, bah certains enfants partent avec des avantages certains sur d'autres, et ce, dès la maternelle et la primaire. Là où les écarts marquent le plus. Puis on apprend tous pour avoir des bonnes notes et oublier le lendemain. Ça fume complètement le moteur principal de tout, le plaisir. L'école fait partie de ces institutions qui ne devraient pas être égalitaires, mais équitaires. C'est-à-dire qu'on ne donne pas la même chance à tout le monde et puis démerde-toi, mais qu'on essaie de ramener tout le monde à un niveau équivalent. C'est sale. On estime que l'origine sociale d'un élève explique à elle seule 1/5 de sa réussite scolaire ou non en France. L'expression fils ou fille à papa ne vient pas de nulle part. Alors, foutu pour foutu, certains imaginent même l'école comme un nouveau lieu d'expérimentation. Genre avec des techniques d'apprentissage alternatives comme Montessori. Pour les plus jeunes, genre ne donne rien à l'esprit d'un enfant avant de lui avoir mis entre les mains. J'admets, ça peut sonner choubab. Mais dans l'idée, l'enfant apprend seul et choisit quoi faire. Pas de classe, pas de notes, mais des acquis. Mais même ce genre de pratiques, en fait, sont elles-mêmes très liées à l'origine sociale. Il suffit de regarder 2 reportages dessus pour constater des drapeaux hindous derrière les parents. Mais fin à l'image. Après, je développe tout ça, mais certains vont juste me dire, et je peux comprendre, non mais c'est pas le rôle de l'école d'éduquer les gens, gros. Ah bon? Alors elle sert à quoi? Le savoir a changé de place, alors à quoi bon la limiter à un rôle instructif en 2020? Vous vous souvenez, au début de l'épisode, je prenais une définition Wikipédia pour définir l'éducation.
C'est pas pour rien. En 2005 déjà, Nature estimait le site avec qui on est tous les plus crevards du monde, quasiment aussi fiable que l'Encyclopédia Universalis. C'est 280 langues, plus de 30 millions d'articles, dont plus d'1 million en français et plus de 25 000 qui s'ajoutent chaque jour. Et on ne parle que de Wikipédia, là, pas de l'océan du web dans son ensemble. L'accès à la connaissance ne passe plus forcément par les livres ou les professeurs. Tout le monde peut encaisser des tonnes d'informations et se cultiver tout seul. Bah lourd du coup, grosse bonne nouvelle, et on abolit les profs. Pourquoi les humanités, au sens le plus large du mot, pourquoi la raison dans les sciences nous ont-ils donné aucune protection devant l'inhumain? Pourquoi effectivement est-ce qu'on peut jouer du Schubert le soir et aller faire son devoir au camp de concentration le matin? Ni la grande lecture, ni la musique, ni l'art ont pu empêcher la barbarie totale. Et il faut aller un pas plus loin. Ils ont souvent été l'ornement de cette barbarie. Ils ont souvent donné un décor, une fioritura, un très beau cadre à l'horreur. Monsieur Gieseking a joué du Debussy. Il paraît incomparable. On entendait les cris de ceux qui passaient dans les gares de Munich pour aller à Dachau. Au milieu du camp de Buchenwald et la fameuse Buche, l'arbre aimé de Goethe. Et c'est un symbolisme délibéré de la part des nazis. Les exemples se multiplient et se multiplient. Disait George Steiner. Ouais, on a très vite atteint le point Godwin, mais vas-y t'inquiète, va y en avoir un autre. En bref, le savoir, l'éducation et la culture n'ont jamais empêché qui que ce soit d'être un enfoiré. Savoir n'est pas garanti de sagesse ni de bonté, et le dicton « ouvrir une école, c'est fermer une prison ». Et on ne peut plus faux. Du coup, c'est quoi l'école de demain ? Une qui continue d'essayer d'apprendre un savoir pur et dur, sans éthique et morale derrière, et de la même manière à tout le monde, comme c'est le cas aujourd'hui finalement. Et non, je te vois venir, le CGS ça compte pas vieux, faut pas déconner. Ou une autre vision. C'est la base de tout, le premier poste de dépense de l'État. Et pourtant encore une vraie galère. Et c'est parce que le monde a changé plus vite qu'elle. Les modèles de société post-industrielle ont construit des métiers et des entreprises dans lesquels on restait longtemps, et du coup une école qui va avec. Mais aujourd'hui, l'instabilité est inéluctable et remet en question l'apprentissage tel qu'il a longtemps fonctionné. Même le travail en soi de professeur, c'est un bordel. Devenir enseignant en 2020, c'est y consacrer toute sa carrière, genre. Et en plus, c'est un métier pas de ouf valorisé dans l'opinion et qui relève souvent plus de l'altruisme qu'autre chose. Les élèves qui bolossent leurs profs et en sont fiers, comment j'ai envie de vous matraquer, bande de résidus de fond de capote. Quand tu sais que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore, tu peux légitimement te demander, est-ce que l'école prépare encore au vrai monde? Si pendant un temps, l'exemple des fortunes sans diplôme était un peu en marge, genre Bill Gates ou Amancio Ortega. Aujourd'hui, des Squeezie, Lucas né en 1996 lui aussi avec une famille comparable à la mienne, 5 ans d'années d'études supérieures en moins au compteur, mais un capital de plusieurs dizaines de millions d'euros supérieurs au mien, devient courant. Et toujours pour la même raison qui nous force à repenser le savoir. Internet. En fait, c'est ça. On a la possibilité, et en fait même pas, on est obligé aujourd'hui d'apprendre tout au long de sa vie. Ne pas avoir fait d'études secondaires et sera sûrement de moins en moins une pénalité. Comme renoncer à s'adapter de plus en plus pénalisant. Alors évidemment, des gens se sont penchés sur la question et ça a donné naissance à un tout nouveau business. La EdTech ou les technologies de l'enseignement. Et c'est ultra vaste comme secteur. Ça va des formations en ligne en passant par les technologies dans les établissements, les applications d'interaction en cours, les simulations dédiées pour la formation jusqu'aux dispositifs interactifs dans les musées. Enfin, le nombre d'outils et de techniques qui se développent pour apprendre différemment, c'est fou. On avait même abordé Minecraft dans son jeu vidéo. Mais la réalité augmentée ou la VR pour mettre en condition sont aussi super présentes. Le ludique aussi. Apprendre en s'amusant. Avec ce genre de robot de DJI pour t'enseigner le code par exemple. Les gars, j'ai réussi à 12 ans, aujourd'hui je serai mi-code. La technologie couplée avec le développement des neurosciences aide à comprendre qui apprend et surtout comment. Et à tendre vers l'hyper-personnalisation de l'apprentissage via toutes sortes d'IA. Comme partout, le numérique a une place colossale et les algos seront rois. C'est un business qui grandit à fond. La EdTech, c'est 342 milliards de dollars de dépenses attendues en 2025. Plus de technologie, bien gérée par contre, ne rime pas forcément avec le cliché d'une humanité stupide et abrutie devant ses écrans. Mais comme pour tout, c'est une question d'équilibre et d'usage. Alors c'est beau, hein, on n'a toujours pas répondu à la question du début. On en fait quoi de l'école de demain du coup? Parce que depuis trop longtemps elle stagne. Le budget de l'État est resté le même sur ces 20 dernières années alors que le taux d'accès au bac est lui passé de 60 à 80%. Il y a de l'hypocrisie dans l'air. On veut te faire croire que les élèves sont meilleurs quand dans les faits rien ne bouge. Tout ça pourrait laisser penser qu'elle devrait dans ce cas, quitte à avoir perdu son quasi-monopole de passation de connaissances, tendre vers plus d'enseignement éthique et de formation à la vie. Et pourtant non plus, pas totalement. Car s'aventurer sur ce terrain-là, c'est aussi diffuser une vision, une façon de voir et d'appréhender le monde trop influencé par qui tient cette institution et enseigne. L'école est une autorité qui a bien plus d'influence sur ton être que ce que tu imagines, et l'expérience de la 3e vague en est le meilleur exemple. Ou comment dans un lycée de Palo Alto en 1967, le professeur d'histoire Ron Jones aurait réussi en une semaine à recréer une classe de petits fascistes. Yeah! Second point Godwin, bingo. Et si la solution n'était pas juste de laisser les individus se forger eux-mêmes?
Je veux dire, le savoir est là, mais a besoin d'un intermédiaire de temps à autre pour ne pas être traité n'importe comment, mais pas trop présente non plus pour ne pas entacher de ses idées l'apprenant. En fait, l'expression ne dit-elle pas « c'est en tombant qu'on apprend à se relever ». Il faudrait peut-être davantage expérimenter et réfléchir plutôt qu'enseigner. Créer des situations et rééquilibrer la balance. Pratiquer bien entouré plutôt que gaver. Bien gérer le surplus, trier, analyser et notre spécialité de français, critiquer. Pendant longtemps, nous étions limités quant à la façon dont il était possible de transmettre à des millions de personnes. Mais aujourd'hui, la technologie et les avancées en neurosciences aident à doucement briser ces barrières. Personne n'aura jamais tout juste ou tout faux quand il s'agit de transmettre et d'apprendre. Parce que l'humain est fait de trop de nuances pour qu'une seule manière ne fonctionne. Mais on peut essayer de trouver une ligne directrice. Et c'est en considérant notre facette d'humain avec notre vécu, nos ressentis, notre façon unique de grandir et non uniquement notre capacité à engranger de l'information que nous ferons de l'humanité de demain une humanité meilleure.